Thomas Anargyros, bonjour. Bienvenue au Buzz Media TDF Le Figaro. Vous êtes le président de l'USPA, l'Union syndicale des producteurs audiovisuels, et vous dirigez par ailleurs EuropaCorp Télévision, donc la partie, j'allais dire, audiovisuelle du célèbre studio de Luc Besson. Alors, en ce moment, il y a quand même beaucoup de sujets de réjouissance. La fiction française se porte très bien. Pendant des années, on a déploré le fait qu'elle était mauvaise et surtout que franco-française. On a vu Disparu sur France 2, on a vu L'Emprise, très beau, très belle fiction unitaire sur TF1. Il y a Par en mode d'emploi, Nos chers voisins. Il y en a beaucoup en ce moment. Après des années de domination de séries américaines, pourquoi ce renouveau de la série française ? Bon, je pense qu'il y a un double effet. D'abord, le plus important, c'est que je pense que même pendant les années difficiles, on va dire, de la fiction française, les diffuseurs ont continué de travailler fortement sur la fiction française. Ils étaient un peu obligés. Oui, mais finalement, au-delà de la question des obligations, je pense que tous les diffuseurs, et même M6 qui aujourd'hui fait très peu de fiction de prime time, est en train de s'en rendre compte et en train d'en redévelopper, oui. Et c'est vrai dans tous les pays du monde, c'est un des éléments les plus structurants de chaînes gratuites, voire payantes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je pense que dans le développement considérable des contenus et des demandes de contenus dans le monde entier qu'on peut voir sur tous les marchés, ce qui aujourd'hui est le plus fort, c'est la fiction nationale de tous les pays. Mais des producteurs comme vous ont pris un peu les ficelles des séries américaines. C'est mieux écrit, c'est mieux tourné, vous mettez plus d'argent dedans ? Non. De ce point de vue-là, il n'y a pas ça. Je pense qu'il y a effectivement c'est plus qu'un travail d'amélioration, de professionnalisation, etc. Je pense que c'est plus un travail d'être plus en phase avec la demande. Et c'est probablement ce qui, à un moment, a créé un vrai écart. C'est qu'à un moment, la fiction américaine, elle avait avancé en termes d'innovation, en termes de prise de risques éditoriaux, beaucoup plus vite que la fiction française, qui était un peu restée la fiction de papa, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, vous avez sauté une génération. Voilà, et on voit que dans les dernières années, effectivement, ce travail commence maintenant vraiment à porter ses fruits. Il fait plus que porter ses fruits, puisque je pense qu'en 2014, pour la première fois, on a eu une inversion et même un croisement des courbes, c'est-à-dire que sur les meilleures audiences, on a effectivement la fiction française a dépassé la fiction américaine. La fiction américaine. On s'est retrouvé avec ce qui était quand même une situation quasiment unique en France, qui était très difficile, dans lequel la fiction française se retrouvait sur une chaîne en face de très grosses fictions américaines sur d'autres chaînes, même parfois des chaînes de service public, et que pendant des années, on va le dire les choses comme elles sont, la fiction américaine a écrasé la fiction française. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement inverse, où dans un nombre de cas qui est de plus en plus fréquent, la fiction française est devant la fiction américaine, ce dont évidemment on se réjouit, et je pense que c'est vraiment ça, un travail commun des diffuseurs, des producteurs et de la création, et parce que ça reste une volonté commune. J'ai envie de dire, la question des obligations, en réalité, elle est presque annexe. Oui. Alors ça, c'est une première étape, mais Fleur Pellerin, ministre de la Culture, donnait une deuxième étape, c'est maintenant, ok, elle s'est bien réinstallée en France, maintenant il faut exporter la fiction française. C'est possible, ou une fiction en langue française, avec des sujets hexagonaux, c'est impossible pour les téléspectateurs du monde entier? Alors, je pense que c'est vraiment possible, et c'est absolument nécessaire. Après, il ne faut pas non plus se voiler la face. Aucun pays, dans une langue nationale qui n'est pas la langue anglaise, pourra réussir à faire de l'export comme le fait des œuvres, des fictions en langue anglaise, qui est devenue... Mais on voit aussi, il y a la Suède, le Danemark a fait des très belles pays. C'est ce que je dis. Je dis simplement, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas attendre de la France ou de la Scandinavie ou d'Israël de faire le même pourcentage d'export que celui que fait les États-Unis ou l'Angleterre. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la France, par rapport à beaucoup d'autres pays, les pays scandinaves, Israël, la Turquie maintenant, la Corée, beaucoup de pays qui se sont développés extrêmement fortement dans la fiction parce qu'ils se sont rendus compte d'une part que c'était un vecteur d'audience extrêmement fort dans leur pays, mais que c'était aussi un vecteur de recettes très fort à travers l'export. C'est vrai que la France, on était resté un petit peu en retard. Et je pense que c'est le gros enjeu aujourd'hui des années à venir qui doit être porté par les diffuseurs, et je pense en particulier par le service public. Et je vais juste prendre deux exemples récents qui sont intéressants. C'est qu'à un moment, pour
pour exporter, il faut, encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui est un peu péjoratif, oui, il faut un peu sortir de la fiction de papa. C'est fait. C'est fait en partie. Ok, c'est fait en partie. Mais ça a commencé de se faire, et c'est maintenant cette direction-là qu'il faut vraiment accentuer. Et c'est très intéressant quand on regarde, par exemple, sur France Télévisions, 2 des dernières séries qui ont été probablement les plus innovantes en termes de narration, d'image, de production, etc., c'est Chef et Les Témoins. Oui. Ces 2 séries sont, dans les derniers mois, sur le service public, parmi les séries qui ont le mieux marché. Elles ont été exportées. Qui ont le mieux marché et qui, tout de suite, ont commencé à s'exporter et qui ont même commencé à s'exporter avant même qu'elles soient diffusées en France. Donc c'est bien. Vous parliez du service public. Delphine Ernotte va prendre la tête de France Télévisions au mois d'août. Le groupe public finance la moitié de la production d'œuvres audiovisuelles françaises. Qu'est-ce que vous lui demandez? Quelle est votre liste de courses pour Delphine Ernotte? Bon, d'abord, on n'a pas une liste de courses. On a je pense, un travail, une collaboration absolument vitale pour la production, mais aussi pour France Télévisions, parce que France Télévisions est un élément évidemment totalement structurant de toute la production patrimoniale, fiction, documentaire, spectacle vivant, animation. Mais c'est aussi, pour France Télévisions, probablement, ces œuvres-là sont probablement celles qui font le plus aussi la différence par rapport aux autres chaînes. Dans la façon de le faire. Et dans la quantité qu'ils en font. Et en plus, on voit bien, alors là, dans les 2 dernières années, à travers les séries qu'on a pu citer, mais il y a aussi Les Meurtras sur France 3, il y a une pléthore de fictions qui ont montré, alors là, j'ai envie de dire presque plus que partout ailleurs, comment la fiction a pu montrer à quel point elle est aujourd'hui un élément contributif à l'audience. C'est-à-dire que c'est un élément qui permet à l'audience globale de la chaîne de monter. Nous, ce qu'on demande, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que, et ça, nous, c'est un souhait, c'est de proposer à Delphine Ernotte d'une certaine façon un New Deal. C'est que nous, c'est quelque chose qu'on souhaite. Nous, les relations qu'on a avec les diffuseurs, on les souhaite apaisées, constructives. On sait très bien qu'on ne réussira pas les uns sans les autres. Et nous, notre seul objectif, c'est que ça marche, créer de la croissance, de la valeur et partager cette valeur. Donc un New Deal, c'est quoi? Et partager cette valeur entre les diffuseurs et nous. Ce New Deal, c'est ça, c'est se mettre autour d'une table, se dire autour des questions fondamentales de l'utilisation de la fiction dans la mesure où elle va, je pense, encore plus qu'avant envisager, vu là où elle vient, France Télévisions comme un média global. Donc ça ne veut pas dire juste prendre une fiction, la mettre à 20h50 ou avant le journal de 20h, et puis ensuite qu'elle dorme sur une étagère. Sa vie sur la télé, sur le digital, exactement, c'est l'organiser partout. Et nous, à cet endroit-là, aujourd'hui, nous, c'est notre intérêt. Notre intérêt, c'est que nos œuvres soient exposées. Donc, c'est à travers toutes ces questions-là, la question des droits, du digital, etc. Donc, s'il y a quelque chose à mettre sur la table, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est aujourd'hui retrouver de la croissance, en sachant en particulier que une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, sur France 2, la fiction a, d'une certaine façon, rétréci, alors même qu'elle est aujourd'hui plus successful qu'elle ne l'a jamais été. Donc vous lui demandez de remettre plus d'argent sur la fiction française. C'est de trouver, et c'est là où je dis un New Deal, parce que je ne vais pas juste lui dire mettez plus d'argent. On sait très bien qu'aujourd'hui il y a des contraintes budgétaires. Vous lui dites mettez plus d'argent et chacun en récupérera davantage. Trouvons les moyens ensemble de ça. Mais pour ça aussi, c'est pour avoir le résultat de ce New Deal, c'est aussi être capable d'exporter. Donc ça, c'est absolument indispensable. Et pour être capable de partager, c'est donc du coup être capable de faire aussi qu'il y ait une forme d'évolution éditoriale importante. Aujourd'hui, tout est sanctuarisé sur le prime time et un tout petit peu sur l'avant 20h. Quand même, à 70% sur le polar, ce n'est pas le rôle du service public. Le rôle du service public, c'est de la diversité dans les genres, dans les formats, et dans les cases de programmation. Et en particulier, pour répondre à ce que vous disiez, si aujourd'hui on veut par exemple faire une fiction plus innovante, plus moderne, plus risquée, plus différente, mais qui puisse peut-être plus facilement s'exporter, c'est évident qu'il faut aller sur la deuxième partie de soirée, qui est un endroit sur lequel... On peut prendre des risques. On peut prendre plusieurs risques. La première partie de soirée, il y a des enjeux d'audience, et puis il y a aussi les contraintes de la signalétique qui imposent quand même aussi un cadre relativement fermé. Donc il faut réfléchir ensemble, mais
aujourd'hui, c'est totalement possible. Il faut juste repenser les choses un peu différemment. Très bien. Alors, vous disiez un New Deal avec Delphine Ernotte. Il y a eu un décret qui vient de paraître fin avril, ce fameux décret de production, j'allais dire enfin paru, puisqu'il est négocié depuis 2 ans, il me semble, voire même un peu plus. Ce décret redéfinit les rapports entre les producteurs et les diffuseurs. Et il donne aux diffuseurs des parts de coproduction si toutefois il finance plus de 70% du montant de l'œuvre. On a l'impression que c'est la guerre entre les diffuseurs et les producteurs. Vous n'avez pas plutôt intérêt à travailler ensemble? Alors d'abord, nous, ça a toujours été notre souhait, et ce débat... de faire la guerre ou de travailler ensemble? De travailler ensemble. Nous, ce que je disais, nous, notre souhait, c'est travailler ensemble, créer de la croissance, faire des programmes qui marchent, créer de la valeur et le partager. Nous, on sait très bien que ça n'est que... Le problème, c'est que c'est sur la modalité du partage qu'il y a des difficultés. Les diffuseurs ont donc obtenu des parts de coproduction. Ils réclamaient également des mandats de vente des œuvres à l'exportation. Est-ce que vous êtes prêt aussi à leur concéder cela? La question, non, mais la question, parce que la question comme ça, de but en blanc, non. Et c'est d'ailleurs tout le travail qui a été fait sur le décret. D'abord, les diffuseurs, je pense, ont obtenu l'essentiel de ce qu'ils réclamaient, puisque ce qu'ils réclamaient, c'était le retour de parts copro. Ça a existé en France, ça n'existait plus. Voilà. Ça existe dans certains pays, sous certaines modalités. En Angleterre, dans la production indépendante, les producteurs, qui est quand même significative, les producteurs indépendants gardent toutes leurs parts copro. Donc je veux dire, on n'est pas un modèle à part non plus. Hein. Voilà. Bon. Maintenant, ils récupèrent les parts copro. Ça veut dire quand même qu'ils vont récupérer 35 à 40% du patrimoine de la totalité des sociétés de production qui produisent des œuvres dans lesquelles ils produisent à plus de 70%. Jusqu'à présent, ils finançaient l'intégralité, ils n'avaient aucune part au patrimoine, donc il est un peu normal qu'on rééquilibre. C'est une façon de voir les choses. C'est la façon qu'ils présentaient. Oui, bien sûr, mais ici, ils avaient ils avaient quand même des droits qui étaient quand même extrêmement importants pour exploiter les œuvres. Alors, ils ne les exploitaient pas toujours, mais voilà. Ils avaient même la catch-up gratuite qui, aujourd'hui, c'est quand même consommation absolument colossale, très très importante, qui avait été accordée gratuitement. C'est des droits qui appartenaient aux producteurs, que les producteurs avaient cédé gratuitement aux diffuseurs. Donc ils vont récupérer une part considérable de patrimoine à travers ces parts copro. Et après, je pense que le CSA a fait un travail très approfondi sur la question, et a essayé d'installer un juste équilibre, et qui était de dire, OK, retour des parts copro, mais les producteurs indépendants, on a l'air de l'oublier, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent proposer des centaines, des milliers de projets par an aux 5-6 diffuseurs qui commandent de la fiction. C'est ce qu'on appelle le R&D, recherche et développement, plus les personnes qui, dans les sociétés de production, travaillent là-dessus. Donc il faut qu'ils Ça représente des chiffres absolument considérables. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas juste, nous, prendre des risques considérables financiers. Si vous n'avez pas la possibilité d'amortir sur le... C'est-à-dire qu'on a absolument besoin du fruit de l'exploitation des œuvres pour que ces entreprises elles-mêmes fonctionnent et proposer de la création. D'ailleurs, je rappelle que tous les succès qu'on cite, vous avez cité, que j'ai cité, et il y en a encore bien d'autres depuis 2 ans, sont tous faits par des producteurs indépendants. Alors, une dernière chose, vous disiez, nous proposons plein de projets à 5 acheteurs. Alors, il y a des nouveaux acteurs, Netflix par exemple, les plateformes Netflix, peut-être Amazon bientôt en France. Est-ce que vous pensez que Netflix, un jour, va concurrencer les diffuseurs français sur l'achat de séries, de très belles séries françaises? Je pense que ça restera marginal dans un premier temps, sauf s'ils réussissent, ce qui est, je pense, leur souhait, le souhait des producteurs qui pourraient travailler avec Netflix, de créer eux aussi des séries en français qui trouveraient leur capacité à être sur le catalogue de Netflix dans le monde entier. C'est-à-dire que si Netflix achète une série française, c'est les droits sur le monde entier, c'est ça? Absolument. Et ils payent combien? Est-ce qu'ils payent plus cher qu'un TF1 ou un France 2? Alors, sur la question d'achat de catalogue, ça c'est le prix du marché. Après, aujourd'hui, sur une
sur une série, et ça je pense que c'est un chiffre qui est assez intéressant à connaître, quand Netflix décide d'acheter une série pour les droits monde, il paye entre 120 et 140% du plan de financement. Ce qui est logique, c'est-à-dire qu'il paye le travail du producteur, la marge économique du producteur, je pense que... Et les droits internationaux. Voilà, et les droits internationaux, et l'exploitation, et les mandats. Du coup, c'est un très bon acheteur. Est-ce que vous êtes en négociation avec Netflix pour une série française? Non, sur une série française, non, même si on leur propose des projets. Américaine, puisque vous avez aussi un pied à Los Angeles. Et effectivement, à Los Angeles, où nous sommes en train de développer une filiale de production américaine, de séries américaines importantes, on est effectivement en discussion avec Netflix, mais comme d'ailleurs avec beaucoup de partenaires. Aux États-Unis, il y a 50 chaînes ou opérateurs qui commandent de la fiction et qui en commandent plus que jamais. Très bien, Thomas Nargeros, merci beaucoup et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci.